on peut en genre mettre de ces des temps de parole ou tu préfères, enfin, tu vois, pour savoir. Généralement, il va y Ouais. avoir plusieurs questions qui vont être posées au fur et à mesure du webinaire, Ok, si des cool. précisions, des choses comme ça. Moi, j'ai déjà préparé des questions, histoire quand même de lancer aussi un peu les conversations, mais souvent, j'aime Mhm. bien laisser la parole euh, à ceux qui sont présents, parce que c'est surtout eux qui viennent se poser des questions, et nous qui avons quelques réponses à apporter. Donc, c'est Mhm. comme ça que se va se dérouler le webinaire. Donc, je vous invite bien évidemment à poser toutes les questions que vous voulez Ok. sur ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger en même temps ou ceux qui mangeront après. Bon appétit par la suite. Ou ceux qui, comme moi, ont mangé en speed un peu avant. Aujourd'hui, on va parler de la mémoire prospective. C'est une mémoire qui est très, très peu connue, en tout cas, qui est très peu utilisée. On va en parler tout au long de ce webinaire. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Maïté, qui est une collègue de l'université et qui travaille donc qui a beaucoup travaillé sur la mémoire prospective et également la mémoire épisodique et qui va donc vous présenter un peu ses recherches. Donc toutes les questions que vous avez dessus, elle va pouvoir essayer d'y répondre en tout cas de la meilleure des manières qui soit. Donc je vais te présenter quand même en quelques mots Maïté, après je te laisserai compléter. Donc tu es donc docteur en neuropsychologie issu de l'Université Mhm. libre de Bruxelles et tu gères aujourd'hui un projet Proof of Concept sur la mémoire prospective et épisodique. Donc j'explique très clairement. Tu crées des nouveaux outils pour le diagnostic de la mémoire épisodique et prospective à l'aide de nouveaux outils. Ouais, c'est bien ça. Voilà, on peut dire ça comme ça. Tu es donc l'auteur de la thèse, donc de ta propre thèse forcément, développement d'un outil d'évaluation neuropsychologique en réalité virtuelle, cas spécifique de la mémoire prospective. On est en plein dedans. Et tu es Mhm. aussi une des auteurs du tome 2 de Traité de neuropsychologie clinique de l'adulte, revalidation. Et toi, tu as surtout parlé de l'intérêt et des limites de la réalité virtuelle. Ouais, c'est bien ça. Donc, ben voilà. Après, tu as d'autres publications à ton actif. J'avais plus assez de place. Voilà. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose avant. Non, non, c'est parfait. Donc, moi, à la base, j'ai fait mes études en neuropsychologie. Puis, l'idée, en fait, ça a été, j'ai eu cette chance, en fait, d'essayer de promouvoir un peu de nouveaux outils à visée clinique. Donc, l'idée, c'était vraiment de partir des demandes et des contraintes actuelles de notre clinique pour essayer de promouvoir de nouveaux outils. Donc, on est vraiment parti de là, en fait. Très bien. Ben, ça, on va en parler. Je pense qu'on va laisser ça pour la fin. Ouais. Surtout. Parfait. Alors, déjà, je pense que la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que la mémoire prospective et est-ce que c'est bien, comme le demandait juste avant Jade, c'était de savoir est-ce que la mémoire prospective, c'est la mémoire des intentions futures. Alors oui, en fait, finalement, la mémoire prospective, c'est vraiment ça. En fait, la mémoire prospective, parfois, on l'appelle aussi la mémoire des intentions. Et donc, en fait, c'est une mémoire qui se définit comme la capacité d'une personne à se rappeler d'actions à effectuer dans le futur sans en recevoir la consigne explicite. Donc ça va vraiment être la grande différence par rapport à la mémoire épisodique, où souvent, on a un rappel qui est extérieur, alors que par rapport à la mémoire prospective, ici, ça va être auto-initié par la personne ou par l'environnement. Donc, en fait, la mémoire prospective, c'est vraiment une fonction qui est essentielle au bon fonctionnement de notre quotidien. Et les illustrations, en fait, elles ne manquent pas puisque toute la journée, en fait, on va faire appel à notre mémoire prospective. Alors, l'exemple qui ressort le plus souvent, c'est se rappeler d'aller à un rendez-vous médical, de prendre sa médication au bon moment ou après le repas ou après un certain temps, de se brosser tout simplement les dents avant d'aller au lit ou de passer à la boulangerie en rentrant à son domicile. Donc ça, c'est vraiment, tous ces exemples-là vont tous faire appel à la mémoire prospective. Donc au sein de la mémoire prospective, on va distinguer souvent deux composantes. Donc ce qu'on appelle la composante prospective, qui consiste à se rappeler que quelque chose doit être fait,
Typiquement, ce sera le post-it vierge sur votre, enfin, un post-it vierge que vous voyez sur votre bureau. Et puis, en second plan, on va retrouver une autre composante qui est la composante rétrospective et qui, elle, en fait, va contenir le contenu de l'action qui va devoir être appelée. Donc, typiquement, téléphoner au médecin pour postposer un rendez-vous. Et donc, à terme, en fait, on va avoir ce qu'on appelle une intention qui va être notifiée sur le post-it et qu'il ne faudra pas oublier de réaliser. Donc, vraiment, il y a ces deux grandes composantes et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler pour la suite du webinaire parce qu'en fait, sa façon de l'évaluer va en fait prendre en considération ces deux grandes composantes. Et aussi une autre façon de distinguer la mémoire, de classifier la mémoire prospective, c'est de la distinguer en deux types de rappels. Donc souvent, vous allez entendre, on va parler de mémoire prospective, vous allez entendre parler de tâches time-based et de tâches event-based. Donc ça, c'est vraiment les deux grands types. Et donc, comme son nom l'indique, les time-based, en fait, elles sont liées au temps. Donc il s'agira par exemple d'allumer la radio à un moment précis pour écouter un flash météo, ou de prévoir de se faire à manger en déant un certain temps. Et donc, toutes ces tâches-là, elles ont la particularité d'être auto-initiées par l'individu en référence à un temps ou à une durée. Et donc là, la grande difficulté de ce type de tâche, c'est qu'il va falloir se fier à ses propres capacités d'estimation temporelle subjective pour pouvoir initier des vérifications de l'heure qui passe et à ce moment-là se dire, OK, là je suis à 3 heures avant de devoir réaliser l'intention, donc je ne vérifie pas trop le temps. Et puis on voit en fait, la recherche montre que plus le temps, le délai en fait s'amenuit, enfin rétrécit, et plus en fait il va y avoir de vérification du temps pour vraiment essayer de réaliser la tâche au bon moment. Et puis d'un autre côté, on a l'autre grand type de tâches qui sont les event-based. Et donc, comme son nom l'indique, en fait, ça, c'est des intentions qui sont basées sur l'apparition d'un événement cible dans l'environnement. Donc, typiquement, elles sont considérées comme étant beaucoup moins exigeantes sur le plan cognitif, puisque là, en fait, c'est l'apparition d'un événement dans l'environnement qui va déclencher le rappel du contenu, le rappel de l'intention à réaliser. Donc typiquement, ça serait de relever le courrier après le passage du facteur qu'on vient de voir à passer à la fenêtre, ou de sortir le chien, par exemple, lorsqu'il aboie. Et donc, vous voyez, vous avez vraiment un genre de pop-up qui arrive dans votre environnement qui vous rappelle, tiens, je dois faire une intention. Donc ça, c'est vraiment les grandes classifications, donc time-based, event-based, et d'un autre côté, la composante prospective et la composante rétrospective. Au niveau de son système de fonctionnement, oui, dis-moi. Je disais, par rapport à la composante Ouais. justement rétrospective, est-ce que c'est fortement lié aussi aux performances, par exemple, en mémoire épisodique? Alors oui, justement. Alors c'est pour ça qu'en fait, je distinguais vraiment ces deux composantes-là, parce qu'en fait, la composante prospective, elle va plus ou moins dépendre fortement en fait des fonctions attentionnelles et exécutives, tandis qu'en fait la composante rétrospective, elle va dépendre essentiellement de la mémoire épisodique. Et c'est pour ça en fait que souvent on dit que la mémoire prospective, elle est considérée comme une fonction cognitive composite, puisque pour fonctionner, elle nécessite énormément d'autres fonctions cognitives en sous-bassement. Donc, par exemple, il va falloir un peu de planification, un peu de flexibilité, un peu d'inhibition. Il va falloir, bien sûr, la mémoire épisodique pour encoder le contenu. La mémoire de travail, un peu de binding aussi. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un ensemble de fonctions cognitives qui doivent correctement fonctionner pour arriver comme ça à réaliser des intentions dans notre vie de tous les jours. Donc c'est ça aussi qui crée cette grande fragilité et c'est ce qui fait aussi que c'est une plainte très récurrente au sein des bilans neuropsy parce qu'en fait justement il y a énormément de raisons pour lesquelles en fait la mémoire prospective peut dysfonctionner et c'est ce qui en fait aussi vraiment sa faiblesse quoi. Du coup, moi par exemple quand j'avais des patients, tu sais qu'effectivement ils arrivaient avec cette plainte-là. Alors à l'époque, quand j'étais clinicien, je n'ai pas eu la chance de lire en tout cas ce que toi tu faisais et d'avoir été fortement baigné dans cette question de mémoire prospective. Donc mes patients qui arrivaient en me disant ouais, notez mes rendez-vous, j'oublie toujours des trucs, etc. Donc finalement, quand j'évaluais la mémoire épisodique, j'étais un peu dans le faux par rapport à leur plainte.
Oui, en fait, dans le sens où quand tu évalues la mémoire épisodique, tu évalues en fait qu'une des fonctions dont dépend la mémoire prospective pour bien fonctionner. Mais tu n'évalues pas en fait l'ensemble des fonctions Oui. qui lui permettent de bien fonctionner. Et donc c'est pour ça en fait que souvent on considère l'intérêt de pouvoir peut-être potentiellement l'intégrer dans un bilan pour vraiment en fait comprendre peut-être un peu mieux les plaintes du patient et savoir à quel moment ou quels sont les sous-bassements qui posent problème en fait dans son bon fonctionnement. Ok, donc il faudrait avoir évaluer la composante, enfin, générale, donc la mémoire prospective dans sa Mhm. globalité, et après continuer le bilan pour pouvoir sélectionner aussi un peu quels sont les éléments qui la composent, qui sont déficitaires, limites, ou en tout cas qui peuvent empêcher la bonne réalisation de ces intentions. Ouais. Donc en fait, par exemple, quand tu vas typiquement te retrouver face à une personne qui a de gros troubles de mémoire épisodique, par exemple comme des problèmes, des grandes difficultés d'encodage, par exemple, mémoire épisodique, par exemple dans une pathologie démentielle, ben là, tu peux presque être sûr, entre guillemets, même si on n'est jamais sûr à 100%, que c'est clairement ça qui peut impacter la mémoire prospective, puisque le cheminement, enfin, il y a différentes phases en fait qui permettent la bonne exécution d'une intention. C'est d'abord, en un, c'est l'encodage, puis c'est le stockage et la récupération. Alors jusque-là, en fait, et son exécution par la suite. Jusque-là, en fait, on va se retrouver plus ou moins dans une trame, dans une séquence hein, qui ressemble fort, en fait, à l'exécution de la mémoire épisodique, bah, la grande différence, c'est que ça va être auto-initié. Et donc, ça veut dire que là, il n'y a pas de personne, il n'y a pas une tierce personne qui va justement venir relancer la personne pour rappeler ces informations. Et que la récupération aussi, elle va être fonction du type d'information qu'on va devoir, enfin, du type d'intention qu'on va devoir récupérer. Donc, est-ce que c'est plutôt, comme je vous l'ai expliqué précédemment, une time base, une event base? Est-ce que l'association entre la composante prospective et rétrospective sont fort liées versus pas du tout liées, auquel cas ce sera un petit peu plus difficile de le rappeler ou pas. Donc c'est ça qui va faire vraiment cette grande différence par rapport à la mémoire épisodique. Donc effectivement, quand on retrouve une plainte de j'oublie de prendre un médicament ou de me rendre à mes rendez-vous et que vous n'évaluez que la mémoire épisodique, mais effectivement, vous n'évaluez qu'une partie, qu'une des composantes sous-jacentes à cette fonction. Mais maintenant, des fois, on voit très bien des patients qui fonctionnent très bien au niveau de l'encodage, au niveau du stockage et, et pourtant la récupération pose problème. Et donc là, dans ces cas-là, en fait, c'est une autre composante qui va en fait être déficitaire. D'accord. On va laisser un tout petit temps pour le chat si jamais ils ont des questions, parce qu'on a eu beaucoup d'éléments là, Oui. beaucoup de choses auxquelles on n'est pas forcément tout le temps Non, habitué. non, bien sûr. Enfin, pour ma part, en tout cas, moi, quand j'ai été formée sur les bancs de l'université, c'est vrai que c'est une fonction cognitive dont on a parlé très très peu et Mais dont il existe finalement peu de choses. moi, clairement, jusqu'à ta soutenance de thèse, je n'avais jamais entendu parler de la mémoire prospective. Non, c'est vrai que ça, on en Donc, parle très peu. et c'est, enfin, on verra après pourquoi un peu, hein, mais voilà. Donc, dans le chat, si vous avez des questions, sinon, moi, j'en ai plein d'autres. Donc, n'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que ça a été très clair et que vous avez bien compris euh, à ce niveau-là comment ça fonctionne. Bon, les exemples, en tout cas, tu en as déjà donné. Donc, ce fameux, bah tiens, il est telle heure, je sais que j'ai quelque chose Mhm. à faire et je vais aller revoir ça au fur et à mesure. Tu as parlé aussi des événements. J'ai aussi entendu parler des action-based en plus. C'est un peu lié quand même aux événements. Parce que j'ai l'impression que event-based, c'est genre, je vois la boulangerie, je me rappelle que je dois acheter du pain. Mhm. Et le action-based, ce serait plutôt à la fin d'une action, j'ai autre chose à Voilà. faire. C'est ça, Ok. ouais. En fait, du coup, enfin, dans les recherches actuelles, beaucoup la considèrent sur le plan conceptuel et méthodologique, en fait, un peu comme déjà une event base, puisque, en fait, c'est à la suite. Donc, par exemple, typiquement, je vais aller à la boulangerie pour acheter du pain, et quand j'achète du pain, je ne dois pas oublier d'acheter un magazine ou peu importe quelque chose Ouais. qui n'est pas spécialement en lien. Et donc, finalement, c'est quand même le pain ou la boulangerie qui va à nouveau faire un peu genre pop-up et qui va permettre d'indicer sur la future action. Donc c'est pour ça en fait que souvent au tout début on l'intégrait dans les protocoles d'évaluation et elle tend en fait finalement à disparaître euh, plus ou moins. Ouais, ouais. Ok. Au profit de l'event base. Donc on n'en aurait que deux au Ouais, final qu'on ouais, devrait c'est ça. retenir quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Alors du coup, on parlait déjà un peu de cette question en disant les patients qui arrivent avec une plainte, et en fait finalement on n'évalue pas, quasiment pas la mémoire prospective, mais du coup est-ce qu'il y aurait quand même un avantage dans la clinique aujourd'hui de pouvoir de l'évaluer? Mais le gros avantage, c'est déjà de répondre à une plainte. Déjà, là, c'est vraiment le plus gros désavantage. C'est en fait se dire que c'est pas parce qu'on évalue toutes les fonctions cognitives sous-jacentes qui sont déjà correctement intégrées dans un bilan qu'on répond à cette première plainte et qui est de mettre en évidence justement lors du bilan les plaintes, des fois même discrètes du patient. Donc déjà, ça c'est une première idée. Et puis parce que si on l'évalue correctement, à terme, normalement, on est censé avoir des pistes aussi potentielles de rééducation. Tandis que si on ne l'évalue pas, ben, on ne sait pas à nouveau quelle est, dans cette séquence d'enchaînement, dans cette procédure d'exécution des tâches et des intentions. Alors, ça nous permettrait de savoir un peu quel est le problème et de rééduquer de manière sous-jacente les différentes fonctions cognitives qui posent problème. Typiquement, il existe différentes façons de pouvoir rééduquer la mémoire prospective, telles que par exemple favoriser le lien entre l'indice et l'action via l'imagerie mentale, par exemple. Si c'est le problème, vient de là. Si c'est un problème au niveau de l'encodage, mais par contre, si c'est plutôt une difficulté au niveau de la récupération de l'intention quand on est dans l'environnement, à ce moment-là, on va peut-être plutôt s'attaquer à peut-être faire de l'imagerie, mais plutôt de la projection, c'est-à-dire qu'on va essayer d'encoder le fait que, enfin, d'encoder ou en tout cas de bien penser au contexte de récupération dans lequel l'indice va devoir ou l'action va devoir être réalisée. Et à ce moment-là, ça va nous permettre que quand on sera dans cet environnement-là, ça fasse un petit peu plus pop-up. Donc en fait, on va Ok. essayer, donc il y a vraiment la stratégie bottom-up et la stratégie top-down. On sait que le top-down, c'est-à-dire que ça doit être auto-initié par l'individu, c'est toujours plus compliqué, c'est toujours une charge cognitive qui est plus importante. Donc alors, du coup, les stratégies de rééducation, ça va permettre en fait de faire plutôt du bottom-up. Donc vraiment quelque chose de l'environnement qui va en fait permettre de récupérer l'intention. Ah oui, j'ai oublié de faire telle intention, je suis dans cet environnement-là, oui, je me souviens. Et donc, en fonction de ce qui pose problème, si ça a bien été évalué au préalable, on va savoir un petit peu quelles sont les stratégies de rééducation qu'on va pouvoir appliquer. Donc, tout l'objet de faire une bonne évaluation de cette fonction cognitive. Est-ce que ce serait pas un peu, moi je le vois comme le summum de l'évaluation de la neuropsychologie, enfin, du travail du neuropsychologue. Tu parles des processus top-down, bottom-up, on a des choses qui sont liées, enfin, qui sont des composantes. Il y en a beaucoup, il y a de l'exécutif, il y a de l'attentionnel, il y a Mhm. du mnésique. Est-ce que c'est un peu le condensé de tout ce qu'un Oui. neuropsychologue doit faire et doit savoir? D'une certaine façon, oui. Oui, clairement. Je Ok. pense que, en fait, la mémoire prospective, et on entend mémoire à l'intérieur, mais comme je vous l'ai bien expliqué un petit peu plus tôt Ouais. dans la présentation, c'est qu'elle dépend d'énormément de fonctions cognitives. Donc, clairement, c'est un des plus compliqués. Maintenant, moi, je pense qu'il est d'avis aussi de se dire que si on, Ouais. par exemple, au niveau de la composante, donc il y a la composante prospective et rétrospective, on peut dire déjà que s'il y a des gros problèmes d'encodage ou de stockage de l'information en mémoire qui sont mis en évidence lors d'un bilan neuropsy via un test de mémoire épisodique, ben là, on peut s'assurer déjà que ça ne serait pas très pertinent, à mon sens, d'aller proposer une tâche de mémoire prospective. Puisque là, déjà, s'il n'y a pas possibilité d'encoder l'intention, on sait déjà que la récupération n'aura pas lieu par la suite. Et non pas parce qu'il y a un problème de mémoire prospective à proprement parler, mais parce que c'est bien sûr une fonction sous-jacente qui pose problème. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de considérer en fait l'évaluation de la mémoire prospective dans des cas très précis où les plaintes seraient par exemple plutôt discrètes ou avec des patients chez qui on a un niveau socioculturel élevé et le bilan neuropsy reste par exemple tout particulièrement dans la norme par exemple. Hmm. Euh, ou lorsque même, par exemple, on sait qu'il y a des problèmes exécutifs, et donc c'est de savoir un petit peu à quelle étape est-ce que ça coince. Ça, par exemple, ça peut être aussi très pertinent de voir, tiens, est-ce que ce sont plutôt les event-based, les time-based, est-ce que ça corrobore les plaintes du patient, et à ce moment-là, proposer une prise en charge adaptée.
Donc très très complexe. Du coup, est-ce que ce ne serait pas un peu pour ça aussi que finalement on l'évalue peu parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec nos outils actuels. Et voilà, je Mais ne en vais fait, pas oui, aller, sinon on va passer aux questions, on va aller trop oui. loin. Donc ça va revenir un peu, un tout petit peu là-dessus. Euh, il y a des statistiques qui disent qu'il y a 85% des troubles de la mémoire prospective qui ne sont pas diagnostiqués. Tu disais qu'effectivement, c'était une composante, enfin, quelque chose qui est très complexe. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose qui fait que on passe un peu à côté de ces troubles-là? Mais déjà, moi, je crois principalement qu'il y a une mésinformation concernant déjà la mémoire prospective, ce que c'est, mais aussi surtout comment l'évaluer. Donc, c'est logique que finalement, on s'y attarde pas tellement à partir du moment où on ne met pas à disposition des neuropsychologues des épreuves qui soient standardisées et normées au sein de leur pratique clinique. Et je crois que c'est ça aussi qui pèse le plus dans le sens où les tests actuels, ben, ce sont des tests qui sont très chronophages, qui prennent à peu près 40, une grosse quarantaine de minutes, des fois même un peu plus, qui s'intègrent déjà dans un bilan qui leur est imposé. Et donc, du coup, en fait, ça ne répond absolument pas à la clinique. Et le plus souvent, ces tâches-là sont trop simples. Et donc, en fait, des patients avec des plaintes de mémoire prospective passent souvent à la trappe, en fait. On en parlait juste avant. Pour ceux qui étaient là au tout début, on avait un peu en off, mais finalement on était aussi en on. On parlait un peu de ce nouveau protocole qui était sorti et qui s'intègre, mais par contre, lui, de manière très très précise, dans un bilan déjà hyper Mhm. standardisé. Ouais. C'est-à-dire que la première tâche doit être faite après le MMSE, que la tâche suivante doit être faite Mhm. après la première version du RLRI, il y a une autre tâche qui doit se faire entre le TMT, le Stroop, etc. Et effectivement, alors ce protocole, c'est la même pro clinique qui est sortie là Mhm. en 2021. Elle est toute récente, toute fraîche. Mais du coup, si on n'utilise pas, la question c'était ça, si on n'utilise pas tel test, qu'on utilise un autre, ou que c'est un Mhm. test qui répond pas forcément à notre besoin, etc., c'est un protocole qui ne peut pas s'appliquer. Et du coup, il est très long parce que déjà, rien que la RLRI, c'est plus de 20 minutes. Si on rajoute à ça le Strout, le TNT, le MMS, je crois qu'il y avait encore d'autres tâches entre deux. On peut vite arriver à des testings qui font 1 heure et demie. Et comme tu dis, ça ne peut pas répondre à la clinique. Voilà, Nicolas a mis le lien justement de la revue de cette nouvelle épreuve. Donc vous verrez qu'effectivement, alors, elle est très bien. Je crois qu'il y a 32 items pour la version longue, 16 pour la version courte. Il y a d'autres testings, hein, mais elle va correspondre à une pratique particulière, j'ai quand même l'impression. Et elle ne pourra pas s'intégrer dans d'autres pratiques. Typiquement, ceux qui sont plutôt du côté de la dicto, on ne fait pas le MMS, on fait souvent la MOCA, Ouais. parce que c'est ce qui est le plus corrélé. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas du coup intégrer ce test-là parce qu'on fait la MOCA et pas le MMS? Et effectivement, le fait de devoir l'imbriquer dans un testing particulier, c'est un peu compliqué. Après, je peux comprendre le fait de pouvoir justement jouer sur les time base et pouvoir dire le délai qui s'allonge ou des tâches interférentes, etc. Très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire peut-être un peu mieux? Est-ce qu'il y a, du coup, voilà, comment on peut remédier justement à cette problématique de, ben, comme tu disais, on n'en a pas beaucoup parlé de cette mémoire prospective, on n'a pas été beaucoup habitué. Et deux, il y a peu de tests qui finalement nous permettent de le faire de manière efficace. Est-ce que du coup, tu as déjà des pistes de réflexion par rapport à ça? Ouais, dans le cadre, en fait, justement, de mon travail de thèse, en fait, tout l'objet a été de voir un petit peu ce qui existait. Et en fait, on a mis en évidence des tâches de laboratoire vraiment qui sont très très peu écologiques. Et donc, quand le sujet voyait râteau sur un écran, ben, il devait appuyer sur la barre espace. Donc là, on est vraiment très proche de ce qui est demandé ou des tâches ou des intentions qui leur sont demandées dans la vie de tous les jours. Et versus, en fait, d'un autre côté, on a ces tâches qui sont semi-réalistes. Donc, typiquement, la tâche de l'enveloppe, où on leur demande en fait d'adresser une enveloppe en déant un certain temps, à un certain moment, à une certaine personne. Et donc là, c'est très chouette parce que c'est vraiment très, très écologique, mais à contrario, en fait, on va perdre un contrôle expérimental. Donc, c'est-à-dire qu'on ne saura pas exactement les multiples... Enfin, il y a énormément de raisons pour lesquelles, en fait, le sujet peut ne pas, en fait, réaliser correctement cette tâche et des raisons pour lesquelles qui ne sont pas de l'ordre de la cognition Oui. spécifiquement. Et donc, à ce moment-là, on ne saura pas dire exactement si
c'est vraiment un problème de mémoire prospective ou c'est des contingences un peu extérieures qui ont fait qu'en fait que la tâche n'a pas été réalisée correctement. Et puis à nouveau, le problème aussi, c'est que c'est très difficile et c'est très même dangereux de poser en fait un diagnostic finalement sur une seule tâche. Donc en fait ici l'idée c'était plutôt nous on s'est porté en fait sur la possibilité justement d'utiliser la réalité virtuelle en fait pour justement évaluer la mémoire prospective dans un cadre qui permettait d'allier justement cette validité écologique. Donc on est vraiment dans un environnement, c'est une maison virtuelle dans laquelle en fait il y a enfin dans laquelle on va pouvoir réaliser des tâches du quotidien et à la fois puisqu'en fait on est dans un environnement virtuel, on va permettre en fait de maintenir un contrôle expérimental qui est absolu. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer durant l'exercice a été bien programmé au préalable. Donc tous les sujets ont le même scénario. Ok, Donc ça, c'est vraiment un des tu as gros pris avantages. un tout petit peu d'avance, du coup, je vais me permettre de faire Oui. cette petite parenthèse. Ça, c'est un tableau qui est sorti Ouais. d'un. Bah alors, les personnes Une qui ont fait la revue, même ouais. pro-clinique, ouais, ils ont fait une revue Ouais. déjà il y a 10 ans. À quel point aussi ces questions-là ne datent pas d'hier, quoi. Mhm. Et donc, ils ont Ouais. un peu fait les types d'épreuves de mémoire prospective, donc milieu naturel, donc totalement écologique, en laboratoire ou par utilisation Mhm. de la réalité virtuelle. Et ils ont essayé de mettre au niveau de la satisfaction, c'était peu satisfaisant, satisfaisant et excellent. Et donc, en fait, ils ont simplement mis en tableau ce que toi, tu étais en train d'expliciter là à l'instant, Ouais. à savoir la validité écologique. Bon, forcément, milieu naturel l'emporte haut la main. Bien sûr, Euh, toujours. Contrôle expérimental, tu en as aussi parlé. Effectivement, le laboratoire, ben, il y a le contrôle expérimental qu'on perd si on fait une évaluation plutôt Mhm. écologique ou naturelle, que l'on retrouve en réalité virtuelle. Donc ça, c'est intéressant. Donc déjà, la réalité virtuelle, elle fait un peu le mix des deux, parce que autant le labo, on perd l'écologique, mais on gagne l'expérimental, et à l'inverse pour le milieu naturel. Et la réalité virtuelle, elle fait un peu ce mix des deux. Le côté du caractère ludique aussi, ça c'est quelque chose qui peut être assez intéressant de parler par rapport aux patients. Parce que toi, du coup, qui évalue la mémoire épisodique via la réalité virtuelle, est-ce que sur le côté ludique, tu as des retours par rapport à ça? Oui, quand même, on voit quand même que, enfin, ça dépend aussi quelle personne en a devant nous, mais les jeunes trouveront, que ce soit les jeunes et les âgés, ils trouvent ça quand même relativement assez ludique. Maintenant, c'est pas vraiment une variable que j'ai vraiment Non, bien sûr. évaluée durant la thèse, parce que finalement, ici, on envisageait plus de s'assurer finalement que le sujet ne ressentait pas justement trop la sensation d'évaluation, en fait. Donc c'est pour Voilà. ça que nous, on a un peu rendu un peu l'exercice et l'épreuve un peu plus ludique euh, pour essayer justement peut-être d'apaiser certaines personnes qui sont peut-être un peu aussi, enfin, où le bilan est de manière générale un peu rendu anxiogène aussi, puisque en fait souvent les conséquences les conclusions qui peuvent être posées, des fois peuvent être lourdes de conséquences aussi. Et donc je crois aussi Mhm. qu'il y a aussi ce facteur anxiété qui est des fois fort important. Et donc c'est pour ça que nous, on a essayé de rendre ben, l'environnement assez gamifié et assez ludique justement pour ça, en fait. Ouais. On le présentera après. Ouais. Ok, donc il y a quand même pour toi un aspect important justement sur le caractère ludique. Bon, on ne va pas tout détailler le tableau, mais en tout cas, la réalité virtuelle semble avoir aussi l'avantage du laboratoire pour tout ce qui est sensibilité aux effets de l'âge et à la pathologie. Mhm. Je pense que là, effectivement, on doute bien que plus on vieillit, plus la mémoire prospective ça devient difficile. Mhm. Mais du coup, la réalité virtuelle, elle serait aussi sensible qu'un test laboratoire, quoi, même par rapport à la pathologie. Donc, alors, il y a des études qui vont dire que ce serait plus sensible, d'autres qui vont dire que ce serait équivalent, ce qui est déjà pas mal finalement. Mhm. Déjà, une Ouais, ouais. équivalence, ce serait déjà intéressant. Mais bon, on va pas rentrer trop dans le détail parce que en ce moment, tu dois être en plein dedans dans la validation. Donc, Ouais. je, Mhm. je, je sais à quel point ça peut être compliqué. Alors, on parlait un peu des tests avant de parler du tien, des tests actuels. On a présenté très brièvement la même pro clinique qui vient de sortir. Donc, on Mhm. n'a pas encore beaucoup de retours. Donc, forcément, c'était compliqué d'en parler aujourd'hui. Euh, la plus célèbre, RBMT3. Ouais. Ouais, ouais, la plus célèbre, en tout cas, c'est vraiment celle que moi j'ai appris quand j'étais sur les bancs de l'université, c'était le Rivermead Behavioral Memory Test. Et donc ça, c'est vraiment, en tout cas, ça, moi, ça m'a été présenté à l'époque comme étant la seule, en tout cas, qui était validée et normée. En français. Euh,
En français, voilà, c'est ça. Ça, c'était vraiment le gros avantage parce qu'il en existe d'autres, mais alors du coup, ça sera plutôt en anglais. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que du coup, dans le RBMT, en fait, on a trois intentions en fait, à réaliser. Donc la difficulté, c'est qu'il y a quand même 14 sous-tests à réaliser pour en fait finalement ne soutirer finalement qui n'intègre que trois intentions à réaliser. Donc finalement c'est peu. C'est un test quand même qui prend beaucoup de temps, puis finalement parce que c'est quand même 14 sous-tests. Et puis ici, en fait, il n'intègre aussi que des event-based, malheureusement. Donc tout ce qui est plutôt de l'ordre des time-based, ça ne sera pas encore évalué. Donc c'est pas complet. Donc ça a l'avantage d'être vraiment validé et normé, c'est standardisé, mais voilà, il y a quand même quelques éléments qui manquent pour vraiment considérer ce test comme étant complet. Et puis moi, par rapport au stage aussi que j'avais pu réaliser, c'est que on peut vraiment remarquer que souvent, si le patient a encore pas mal de ressources cognitives, que les plaintes sont assez discrètes, ben en fait, malgré la présence de plaintes, le Rivermead, en fait, le RBMT va être considéré comme étant trop simple. Et donc, on n'arrivera pas en fait à mettre en évidence les plaintes du patient via ces trois tests. Je crois qu'il y en a un, c'est se souvenir à la fin de l'entretien de réclamer à l'évaluateur un objet personnel qui a été emprunté en début de séance. Je crois aussi qu'il y a posé la question à l'examinateur du prochain rendez-vous. Et je crois qu'il y en a un dernier. Et c'est déposer une enveloppe lors du Cette rappel d'un fameuse, trajet qui a été préalablement appris lors de la visite. Donc toujours cette voilà, enveloppe. c'est assez succinct. Les délais de rétention sont par contre là plus ou moins sont pas spécialement trop courts. Donc ça c'est un bon point quand même pour le test. Mais par contre c'est finalement un test qui est très très peu administré parce qu'une quarantaine de minutes finalement pour tirer si peu d'informations, c'est souvent très très peu administré, voire presque jamais en fait. Donc voilà. Alors, du coup, je vais rassembler un peu les questions d'avant, parce qu'on a parlé un peu des tests et que finalement, c'était pas aussi précis que ce qu'on voudrait, c'était pas aussi Mhm. écologique, aussi, on va pas dire parfait, parce que atteindre le test parfait aujourd'hui, c'est pas encore faisable. Donc, est-ce que du coup, tu peux nous présenter ton test, ce que toi tu as fait, sur quoi tu travailles depuis déjà 8 ans Oui, ça fait déjà un petit temps quand même. déjà, ouais. Ah, mais bon, avec ça, il y a eu là quand même, je ne travaille pas que sur la mémoire prospective, dans le sens où il y a quand Non, même non, une bien sûr. conception du logiciel. Mais c'est vrai qu'en fait, ici, donc nous, l'objectif, ça a été vraiment de concevoir un test qui réponde aux contraintes de la clinique. Et la première aussi, c'est de dire qu'on veut être le plus complet possible dans un temps imparti le plus succinct. Donc, on a vraiment essayé de faire une épreuve ici qui dure à peu près 25 minutes. Et donc, en 25 minutes, le sujet, en fait, dans une maison virtuelle, il va devoir réaliser différentes intentions. Alors aussi, quelque chose auquel on a fait super attention, c'est que contrairement à beaucoup d'épreuves actuellement qu'on retrouve en réalité virtuelle ou même dans des tâches qui sont potentiellement déjà validées, mais qu'en anglais, mais en fait, c'est que souvent maintenant, en fait, c'est un encodage qui est avant de démarrer la séance. Donc, c'est un encodage en dehors du milieu virtuel et c'est un encodage de l'ensemble des intentions. Et donc là, le problème aussi, c'est que du coup, on est fort loin de ce que le sujet est amené à faire dans sa vie de tous les jours, puisque aujourd'hui, quand on a plus de deux, trois intentions à faire dans les heures qui suivent, souvent on aura tendance en fait à utiliser des stratégies compensatoires, donc type post-it, GSM, notes, etc. Et donc finalement, on s'est rendu compte que leur demander d'encoder une quinzaine d'intentions, ben, ça avait finalement peu de valeur écologique. Donc comme ici, notre idée, c'était vraiment d'allier validité écologique et standardisation, eh bien, en fait, ce qu'on a proposé au sujet, c'est de jouer en fait une mise en situation où l'avatar va venir répartir en lui demandant à chaque fois de faire différentes intentions, en lui demandant bah, tiens, je dois m'en aller, je vais prendre une douche, j'ai différentes choses à faire, je te sollicite pour quelques intentions, et puis moi je m'en vais. Et donc, durant ce moment-là, ben, le sujet, lui, est amené à faire d'autres tâches dans cet environnement-là, donc dans cette maison virtuelle.
Et puis, par la suite, il doit lui-même penser à faire certaines event-based et certaines time-based, comme sortir le chien quand il aboie ou donner des gants de boxe aux voisins quand ils passent. Voilà, et donc là, on a vraiment essayé de prendre au maximum. Enfin, il y a au total 9 intentions, donc autant d'event-based que de time-based. Donc là, on a pris vraiment les deux types d'intentions. Et alors, on a essayé aussi de jouer aussi sur le lien qui existe entre l'indice prospectif et la composante rétrospective. Donc, par exemple, il y a des indices qui sont fort liés. Donc, le chien apparaît, je dois le sortir. Donc, vous voyez, l'intention et l'action sont vraiment liés. Tandis que des fois aussi, dans la vie de tous les jours, on va avoir des liens qui sont pas très, très forts. Genre, je suis à la boulangerie et je ne dois pas oublier de penser aussi à sonner un médecin. Ça n'a rien à voir et pourtant ça doit être fait à ce moment-là. Et donc finalement, on a aussi joué sur les liens forts qui existent entre l'indice et la composante rétrospective. Donc ça, c'est aussi une variable qu'on a pris en considération. On a aussi joué sur les délais. Donc, il y a des délais de rétention de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes. Alors, bien sûr, il est préconisé que ce soit des délais d'intention normalement qui doivent être encore plus grands pour vraiment être plus proche de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Mais là, les contraintes de la clinique ne le permettent pas. C'est-à-dire qu'ici, en essayant de faire un test sur 25 minutes pour que ça puisse rentrer correctement dans un bilan neuropsy, du coup, vraiment des délais de rétention de 60 minutes, ça ne se met pas, surtout si on veut un encodage qui se fait dans la maison via un avatar C'est tout le qui les donne scénario de de manière... mise. Ouais. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà, ici, en fait, l'idée, c'était que on a compilé les différents critères et on a essayé de faire un scénario avec un temps imparti qui soit correct et qui permette ainsi d'évaluer la mémoire prospective et son bon fonctionnement, quoi. Et est-ce que tu aurais une petite vidéo ou des images à nous Oui. montrer, en tout cas, qu'on puisse vraiment aussi comprendre? Parce que là, on parle de maison virtuelle, on a parlé d'avatar, d'event et de type-based, tout ça, mais concrètement, alors on va pas tout montrer parce que, Non, bien sûr. évidemment, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, vous allez voir concrètement ce sur quoi Maïté a travaillé depuis 8 ans, depuis 2014, si je dis pas de bêtises, 2014-2015. Oui, oui, Donc, c'est ça. toi, Ouais, tu es ouais. passé par tout l'historique de la conception du logiciel aussi. Tu as participé à cette superbe aventure, et puis après, tu as créé ton scénario. Voilà, c'est ça. Tu l'as testé, pré-testé, tu l'as modifié, pré-testé, Ah oui. repré-testé, etc. Et aujourd'hui, comme ça, on avance là-dessus, tu es en cours de validation et de Ouais. normalisation. Donc, c'est un test qui va arriver incessamment sous peu sur les bureaux, enfin, en tout cas, sur les ordinateurs des Ouais. praticiens, Donc en quoi. fait, là, ici, on a fait déjà une étude de... Je ne sais pas si vous voyez déjà mon bureau. Moi, Oui, je le c'est bon. vois, Oui. donc normalement, Ok. oui. Ok, super. Donc ici, en fait, on l'a déjà énormément prétesté pour s'assurer de la bonne exécution du scénario, de voir qu'il n'y avait pas, bien sûr, des possibilités de se mettre dans, enfin, de bugs, en fait, de multiples bugs qui sont liés à la réalisation de ce scénario. Et puis, par la suite, ici, on est dans une étude de faisabilité aussi. Donc là, on est en train vraiment de voir un peu au niveau des patients. La faisabilité de la réalisation de cette tâche. Est-ce qu'elle est trop complexe, pas assez? Est-ce qu'elle permet de mettre en évidence des difficultés et des plaintes, les plaintes des patients? Donc ça, c'est vraiment tout l'objet de l'étude actuelle. Et puis par la suite, une fois que c'est validé, l'idée, en fait, ce serait justement de normer. Comme ça, en fait, de cette façon, on pourra comparer les performances du patient à sa norme et pouvoir identifier potentiellement un, un trouble de mémoire prospective. Donc ça, c'est vraiment l'idée in fine, c'est que en fait, tout le projet a été conçu de telle sorte à ce que le logiciel parte dans les mains des cliniciens et qu'il puisse être exploité. Donc même, par exemple, l'interface avec laquelle le patient va devoir interagir, elle a été pensée pour être la plus simple possible, mais aussi pour être la moins chère possible. Donc en fait, avec votre simple ordinateur et l'achat d'une petite manette Nunchuk qui coûte relativement peu cher, en fait, vous allez pouvoir proposer ce type de tâches à votre patient. Donc ça, c'était vraiment... en fait, ce logiciel de rêve virtuel a été pensé par des psychologues
et vraiment pour être diffusé en fait par la suite. Donc c'était vraiment pas l'objectif de faire de la recherche avec un matériel hors norme et du coup trop cher. Bon, je ne vous laisse pas plus attendre, je vais vous montrer un petit peu. Donc ici, en fait, on a scénarisé une histoire où l'avatar va devoir recevoir et donc il va lui demander de l'aider. Et donc l'avantage ici, c'est que toutes les intentions sont déjà encodées dans l'environnement virtuel, alors qu'on sait que du coup, elles sont contextualisées et que lorsqu'elles sont contextualisées, comme dans la vie de tous les jours, bah, elles sont plus facilement récupérées. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de singer la vie au mieux de ce qui peut se faire aujourd'hui. Par contre, on n'a pas le son. Pardon? On n'a pas le son. Ah, moi je l'ai. Mais du coup, en fait, on entend une Euh, espèce d'écho. Je crois que quand tu partages, tu as la ah, possibilité de pouvoir. Je sais pas si dans les options. mais t'as la- ici je vois microphone mute, donc ça c'est clairement pas ça. Stop vidéo stream, c'est pas ça non plus. Partage d'écran. Non, c'est vraiment dans les. Ah, tu Est-ce dois que tu vois avoir. ça avec moi? Bah, attends, parce qu'il faut juste que je regarde. Ça, je peux plus lire. Non, bah sinon, c'est pas trop grave. Très simplement, il y a des acteurs qui ont été engagés pour faire les voix de l'avatar et du médecin que vous voyez, que vous venez de voir en 2D. Donc, vous avez en plus du texte écrit, un texte audio par-dessus. Voilà. Ouais. Comme Bah ça, alors, si vous n'entendez pas, je vais en même temps faire le parler doublage. avec vous. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, ici, voilà, ici, c'est comme Sébastien l'expliquait très bien. Euh, Attendez, voilà, je coupe le son. Ouais, Donc ouais. cet avatar en 2D, il va en fait simplement expliquer au patient en fait ce qui va lui être demandé. Et puis vraiment là maintenant, on se lance dans cette histoire scénarisée en fait. Et donc là, il y a la rencontre en fait avec cet avatar, cet ami, en fait, cet ami virtuel, c'est comme ça un peu qu'on l'explique, qui va lui indiquer de le suivre et lui va lui donner en fait les différentes premières intentions. Donc ici, en fait, de cette façon, vous allez pouvoir un petit peu voir la maison. Donc à nouveau, dans l'environnement, il y a différentes horloges un petit peu Faut que tu partout lèves ici l'écran, dans Maïté, parce que l'environnement sinon, on qui voit vont pas le permettre en texte. fait au sujet de contrôler le temps qui passe et ça va permettre de cette façon de réaliser les intentions de type time-based. Et les event-based, ben, les événements vont apparaître. Et donc, on a vraiment essayé au maximum que les intentions soient écologiques, donc ça fasse partie des intentions. Ben, par exemple, ici, voilà, on demande en fait, on s'assure en fait que l'encodage a correctement été réalisé. Et dans ce cas-ci, c'était de rendre des gants de box au voisin Paul s'il passe. Et Et là, donc, le texte, enfin, ici, les par exemple, il y consignes a qu'on aussi la n'entend pas. vérification de la cuisson du poulet qui doit être faite Ah dans oui, les ça. 5 minutes pour être sûr que ce soit bon pour les convives qui devraient arriver. Et donc, tout au long de cette tâche, en fait, l'avatar va donner différentes intentions à mémoriser. Et pendant ce temps-là, enfin, dans l'attente de réaliser ces intentions, le sujet, ben, comme dans la vie de tous les jours, il doit être aussi occupé. Donc, l'idée n'est pas de s'atteler à uniquement faire les intentions, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas ce qu'on fait. Donc là, en fait, il va avoir une liste de tâches à faire ici, comme dresser la table, ranger, préparer, en fait, la maison pour accueillir les convives fin de journée en fait. Donc, voilà ce qui va leur être demandé. Je ne sais pas si vous en voulez plus de détails. Peut-être qu'ici, je pourrais peut-être avancer un peu plus, comme ça, vous voyez un petit peu. Donc ça, c'est la phase d'encodage. Et puis, en fait, ici, on va passer à la phase de réalisation, justement, de la tâche concurrente, comme ça s'appelle. C'est vraiment une tâche de base qui permet, en fait, au sujet d'être occupé et de solliciter aussi, justement, d'autres fonctions cognitives et d'essayer de singer en fait la vie de tous les jours. Donc là, vous voyez, il a une tâche à réaliser, donc il se permet en fait de vérifier l'heure euh, pour avoir vraiment la notion du temps qui passe. En fait, le temps passe réellement. Donc ça aussi, c'était une variable sur laquelle on était intransigeant, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que le sujet puisse faire confiance à son estimation subjective du temps qui passe. Quoi. Donc là, ici, vous voyez l'avatar qui va revenir justement pour lui donner de nouvelles intentions à réaliser. Donc là, à nouveau, il va lui en donner
3 autres. Je crois que c'est le chien qui est là, il va lui expliquer que lorsqu'il va aboyer, il sera important de le faire sortir. Et donc la maison, elle est composée de différents espaces. Il y a un bureau, une salle de bain, une chambre. Et à nouveau, ben, durant la tâche, il va pouvoir en fait déambuler et réaliser les différentes tâches. Donc voilà, et là, le chien qui urine et qui lui explique que ben, voilà, il faut vraiment aller vite et qu'il y a urgence s'il commence à aboyer et qu'il faudra bien penser à le sortir dans le jardin. Et donc là, on s'assure que l'encodage a été correctement réalisé. Parce que déjà, si on sait que l'encodage n'est pas bon, bah, on sait déjà aussi qu'il y a un risque qu'il y ait un défaut de mémoire prospective qui n'en soit pas vraiment un, vous voyez. Et par la suite, à la fin du test, on leur demande aussi de rappeler les différentes intentions pour voir aussi si au niveau du stockage de l'intention, ça a été correctement... ce n'est pas une étape, en tout cas, qui pose problème dans le bon fonctionnement de la mémoire prospective. Et donc, ces différentes étapes vont nous permettre de s'assurer et de voir un petit peu où ça pose problème, en fait. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous Bah, voulez tu aller un m'entends peu plus plus. loin dans la réalisation. Et donc là, à nouveau, l'avatar revient de nouveau pour lui indiquer différentes tâches à faire. Et au total, il y en aura 9. Certaines se réalisent au fur et à mesure. Et voilà, vous voyez, en fait, ici, le sujet est complètement autonome dans l'exécution des tâches. Et c'est à lui, en fait, à gérer, Elle ne me voit pas. de gérer cette double tâche, finalement. Et à gérer, à prioriser son temps en fonction de l'importance des tâches qu'il a réalisées. Et des fois, on voit des patients qui se perdent en fait dans cette tâche concurrente, qui en oublient complètement la tâche, alors que nous, en fait, on n'a jamais, en tant qu'évaluateur, donné la priorité sur une des deux tâches. Donc voilà, ça c'est tout le jeu de ce qui peut se faire dans la vie de tous les jours, finalement. Donc là, vous voyez, ça c'est une des intentions qui est de enregistrer une émission à la télé. Donc voilà, je ne sais pas si Sébastien, tu veux que je parcours peut-être un petit peu plus Non, c'est bon, mais le scénario ou pas. comme tu as coupé le son, tu m'entends plus. Enfin, là, vous voyez vraiment bien l'environnement, les différents objets. Et alors en fait, ben voilà, il y a des notions un peu plus techniques que j'aborderai pas ici, mais l'environnement, il a été conçu pour vraiment être le plus ergonomique pour des patients, en fait. Voilà. Sébastien, tu veux que je lance une autre... Remets le son. Ah oui, voilà. Ah. Non, ça va. Alors, c'est un peu dommage, c'est que ça saute avec le réseau et la Ah, vidéo. Mais du coup, on a l'impression que c'est pareil. Mais je confirme pour tout le monde, c'est hyper fluide. C'est vraiment, 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 vraiment beau à voir. Euh, voilà, c'est ça. Alors, il y a eu plusieurs questions. Alors, le fait qu'un des avatars porte une blouse mhm. blanche, est-ce que ça pose pas un problème? En fait, l'idée ici, c'était vraiment qu'on comprenne que l'avatar en 2D qui porte une blouse blanche, il est à l'extérieur de l'environnement. Il n'est pas dans le scénario à proprement parler. C'est vraiment une vignette qui va donner des consignes générales de réalisation de l'exercice et qui va aussi potentiellement pouvoir aider le sujet dans certains cas si le sujet se perd dans l'environnement, etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée était vraiment de dire, OK, il y a des avatars qui sont complètement normaux, le voisin, le policier, le facteur, l'ami en question que vous avez pu voir ici. Et puis d'un autre côté, on a cet avatar 2D qu'on a vraiment voulu. Maintenant, c'est vrai que l'idée de lui mettre une blouse blanche, on aurait pu en fait ne pas lui mettre cette blouse blanche en tant que telle. Mais l'idée, c'est qu'on voulait vraiment bien dissocier ces deux objectifs différents et ces deux fonctions différentes. Donc, c'est-à-dire que l'avatar, il fait partie l'avatar en 3D fait partie de l'histoire intégrante, et donc voilà. Mais quand j'ai cet avatar en 2D, attention, lui va me donner une consigne. Est-ce que je suis perdu ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas au bon déroulement de l'épreuve? Et donc là, il va être dans ces cas-là présent. Et une question de Nicolas qui demande est-ce que le contrôle de l'encodage se fait à l'oral? Oui, pour le moment, en tout cas, oui. Donc en fait, ici, donc l'avatar leur dit, ben voilà,
n'oublie pas de sortir le chien lorsqu'il aboie. Et puis vous avez cette vignette en 2D qui s'assure en fait de l'encodage. Et donc là, à ce moment-là, en fait, on demande au sujet, en fait, au préalable, en fait, on va expliquer au sujet qu'il va réaliser un exercice, enfin, il va réaliser un jeu dans l'environnement et que il y a des moments quand l'histoire le permet, il va devoir interagir avec des avatars dans l'environnement et qu'il va devoir répondre à certaines questions à l'oral. Et donc, ils sont déjà prévenus, en fait, qu'il va devoir répondre à cette question. Et donc là, le sujet n'a plus qu'à me dire, je dois sortir le chien, je dois cuire un œuf, enfin, faire une omelette, enfin, les différentes intentions, et on s'assure comme ça que l'encodage est correct. Donc oui. Pour le moment, c'est comme ça. D'où l'importance aussi de toujours, de toute manière, ici, même si on est en réalité virtuelle, l'idée n'est pas... enfin, l'utilité du neuropsychologue reste toujours présente. Il est toujours bon d'avoir ce neuropsychologue déjà pour écouter, enfin, pour vérifier que l'encodage est correct, mais aussi pour pouvoir vérifier la réalisation de la tâche en cours. Donc ça, c'est toujours pertinent. Alors, juste, est-ce que quand l'avatar parle, on a aussi le côté écrit ou pas du tout? Le côté écrit. En fait, donc, par le passé, j'avais des vignettes, des bandes en fait, qui apparaissaient en bas pour pouvoir en fait avoir le contenu écrit et le contenu oral. C'est ça que tu veux me... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc en fait, on a remarqué en fait que du coup, les sujets, quand on a commencé avec un petit peu d'eye tracking, on a remarqué aussi que les sujets regardaient énormément, ils lisaient plus que ce qu'ils Ouais. n'écoutaient. Et donc, en fait, dans le scénario de mémoire épisodique, tout particulièrement, mais les sujets, en fait, étaient moins finalement immergés dans leur scénario. Et ça créait aussi plus finalement de la distraction. Donc, comme on n'a pas trouvé, enfin, comme on n'en avait pas l'utilité avec le type de patients qu'on accueillait pour le moment, en tout cas dans le jeu, ben, on les a retirés. Mais à nouveau, ça c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, de laisser ce doublon entre texte écrit et texte à l'oral, enfin, et le contenu oral. Pourquoi pas? Une personne, par exemple, qui aurait une surdité ou Bien sûr, des tout à difficultés fait. auditives, on pourrait lui rajouter la consigne à l'oral Oui, ça en tout à modifiant fait. certaines choses. Alors, on Voilà. a deux questions. Un, Mhm. quel est le système de cotation réalisé? Alors, le système de cotation ici qui est réalisé, donc c'est-à-dire qu'on va scinder les différents types, donc event-based, time-based, composante pro, composante rétro, et en fait on va coter en fait les intentions qui sont correctement réalisées en prenant en considération l'encodage correct ou pas. C'est-à-dire que si l'encodage n'a pas été bien réalisé, alors on va partir sur une cotation qui sera plus sur 9, mais qui sera sur 8, et ainsi de suite. Mais l'idée ici, de toute manière, c'est que par la suite, grâce à cette étude de faisabilité auprès des patients, l'idée, ce serait justement de voir s'il n'y a pas un meilleur système de cotation que plus 1, moins 1. Donc, quelque chose qui serait peut-être plus fiable. Mais ça reste à voir. Au niveau des temps d'exécution, des temps d'encodage, des temps de réalisation de la tâche, le nombre de vérifications de l'heure aussi est pris en considération. Et donc, on essaierait de voir, en fait, s'il n'y a pas des variables qui sont plus pertinentes dans la mise en évidence justement de ces plaintes, des plaintes des patients en fait. Donc voilà, là aujourd'hui, on peut dire qu'on peut avoir des informations de type qualitative, mais Oui, non bien sûr. quantitative. Et toi, en ce moment, tu es en train de justement de t'occuper de tout ce qui est quantitatif. Voilà, c'est ça. Et donc le quantitatif, potentiellement, il pourrait déjà l'avoir aujourd'hui, savoir si l'exécution de la tâche est correctement réalisée. C'est entre guillemets déjà visible Mais pas puisqu'il de sait comparaison, déjà. quoi. Mais par contre, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, après l'administration de ce test, vous ne pourrez pas dire il y a un diagnostic possible de difficulté, de difficulté ou de trouble de mémoire prospective. Parce qu'en fait, vous ne savez comparer la performance du patient à plus ou moins rien du tout, puisque en fait, ce n'est pas normé encore à l'heure actuelle. Mais par contre, vous pouvez déjà vous dire que qualitativement, si clairement la personne, mais par exemple, n'a fait aucune des intentions, mais par contre a bien réalisé l'encodage de la tâche et au niveau de la récupération des intentions a posteriori du jeu, tout va bien, bah alors là déjà on peut peut-être sous-entendre qu'il y a quand même des difficultés au niveau prospectif. Mais ça ne restera que du qualitatif pour le moment. Dans des difficultés peut-être plus discrètes à ce moment-là, dans le jeu, ben, on pourra entre guillemets pas poser des difficultés avérées de mémoire prospective, en tout cas pour le moment.
Alors une autre question de Nicolas qui demande est-ce qu'il est possible de revenir sur les déplacements. Donc lui il veut savoir un peu comment le patient se déplace, il veut savoir au niveau du joystick. Et pour les Ouais. actions, est-ce qu'il y a des clics à faire? Donc en fait ici, on avait décidé au tout début du projet de partir vraiment sur une manette de type Nunchuk. Je ne sais pas si tu sais peut-être la montrer sur... J'ai dépanné un client et j'en ai pas là sous la main, Ben, mais c'est oui, ça. voilà, comme ça, voilà, C'est oui, ça. c'est ça. Donc en fait, on l'a voulu vraiment la plus simple possible. Donc concrètement, elle est avec trois boutons. Le gros bouton carré, ce sont vos jambes. C'est comme ça que je l'explique aux patients, hein. Le petit bouton rond, ce sont vos mains. Et le joystick que vous voyez là, ce sont vos yeux. Et donc à la suite de quoi, en fait, ils vont passer par une phase de familiarisation qui va permettre de familiariser vraiment le patient à ces trois fonctions de la manette. À la suite de quoi, en fait, il va y avoir un petit scénario de double tâche pour s'assurer que la charge cognitive qui est imposée par le maniement de la manette n'a pas trop d'impact sur la réalisation des scénarios. Dans le sens où s'il y a une perte des performances trop importantes, alors on peut sous-entendre que la familiarisation à cette manette n'est pas encore acceptable que pour pouvoir le lancer dans un scénario d'évaluation d'une fonction cognitive particulière. Donc l'idée, c'est de, quand on le lance dans le scénario de mémoire prospective, on s'assure de cette façon qu'une difficulté, enfin, ou qu'une performance faible dans le jeu, la non-réalisation des intentions dans le jeu, ne soit pas due justement à l'utilisation de la manette, mais bien à un problème de type prospectif. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on a décidé de travailler. Ça se veut simple. Effectivement, il y a des actions à faire et donc le patient est amené à devoir utiliser ces trois boutons. Et donc oui, il y a des clics à faire dans l'environnement pour pouvoir réaliser les actions. Et donc en plus de pouvoir prendre, donc il peut se déplacer, il peut regarder partout. Maintenant, on a cadenassé énormément pour éviter justement Qui se perdent. d'avoir un effet enfin, que les personnes qui sont moins familiarisées à la technologie aient des difficultés. Donc par exemple, le sujet ne peut pas trop regarder en haut ou trop regarder en bas pour éviter de se perdre dans l'environnement. Il y a un certain mouvement de haut bas en fait quand on marche pour vraiment bien indiquer au patient qu'il est en mouvement. Il y a des sons aussi qui permettent de l'aider à se qui permettent de l'aider un peu par rapport à sa position dans l'environnement. Euh, et donc tout ça a été conçu. Par exemple, la vitesse de déplacement, elle a été réduite. Enfin, en fait, on a fait énormément de pré-tests qui nous ont permis de montrer en fait que oui, effectivement, pour des personnes âgées qui n'ont pas trop de contact avec la nouvelle technologie, eh ben, en fait, ça peut aller trop vite, très très vite, et souvent peut-être créer un peu des sensations de cyber-malaise où ils se sentent un peu nauséeux. Et donc en diminuant la vitesse de déplacement, ben, en fait, on a permis en fait de justement ne pas ressentir tous ces effets. Donc voilà tout ce qui a été un peu pré-testé au préalable. Ouais, alors je voulais juste montrer un peu les déplacements, les choses comme ça. Donc on voit effectivement ce mouvement de balancier. Voilà, c'est ça, ouais. Et vous voyez qu'ici on peut par exemple ajouter le texte. On n'avait pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, c'est du clic pour certaines actions, c'est du clic pour prendre des objets, pour les déposer, Mhm. etc. Et donc voilà, on va pas aller trop loin parce que c'est pas le débat du jour. Ok, donc l'avenir du test aujourd'hui, c'est validation, normalisation pour que ça arrive bientôt sur le bureau, donc Ouais. sur l'ordinateur du praticien. Donc voilà, comme vous l'avez dit au début, effectivement, vous avez pensé à ce que ce test puisse être utilisé par tous. Et donc on a forcément du coup évité les casques de réalité virtuelle. On est plutôt parti, enfin toi à l'époque tu es plutôt parti sur Ouais. un ordinateur, donc forcément pour pouvoir immerger plus facilement vidéoprojecteur ou un écran de télé, un écran plus large, Mhm. ça fait tout à fait l'affaire. Euh, Moi, je l'ai utilisé avec des patients, effectivement, ça fait beaucoup de. Il y a beaucoup de choses sympas qui peuvent être faites avec ce logiciel. Alors, là, la question, c'est pourquoi aujourd'hui on ne sauterait pas le pas. Après, moi, je vais prendre un tout petit peu le relais pour conclure et clôturer ça. Euh, on a soumis, enfin, on va soumettre dans quelques jours un article justement un peu sur la question du pourquoi on ne saute pas le pas sur la réalité virtuelle ou sur ce genre de choses.
Et donc là, aujourd'hui, si tu devais dire aux gens, utiliser ce test, qu'est-ce que tu leur dirais en une phrase? Sorry, je me suis perdue. Si je devais En, dire aux en- gens en une phrase, si jamais quelqu'un te dit, OK, pourquoi je devrais le prendre? Qu'est-ce que j'y gagnerais vraiment à le prendre demain, par exemple? Déjà, il y a un apport au niveau, bon, clairement, pour un bilan officiel, ça reste compliqué. Maintenant, il y a toujours des apports qualitatifs qui aujourd'hui sont possibles, même dans un rapport. Donc, dans ces cas-là, l'idée, ce serait déjà de pouvoir voir un peu comment un patient va réagir dans un milieu qui simule entre guillemets, au mieux aujourd'hui les contingences de la vie de tous les jours, tout en étant un meilleur compromis. Bien sûr que les conditions réelles, ce sera toujours mieux, mais elles ont aussi énormément de points négatifs. Donc en fait, la réalité virtuelle et ce programme en tant que tel aussi permettent justement de compenser, de trouver le meilleur compromis. Donc voilà, l'idée aussi, c'était que ben, on ne s'y perd pas trop, dans le sens où c'est quand même 25 minutes de test. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a une familiarisation au départ, mais par la suite, l'idée aussi, ce sera de promouvoir aussi un autre scénario de mémoire épisodique. Et donc, ben, au-delà de cette familiarisation qui prend un certain temps en fonction du patient, justement, mais a posteriori, on pourra se retrouver avec finalement un gain de temps, puisqu'une fois qu'on sera familiarisé à cette manette, bon, on pourra potentiellement évaluer d'autres fonctions cognitives à l'aide d'autres scénarios. Donc, Donc, aujourd'hui, un patient qui vient pour un bilan mémoire, qu'on a un peu, genre, en guillemets, un one-shot d'une heure et demie, et qu'on verra que dans un an, ça vaut pas le coup. Le non. temps à le faire, ça vaut pas le coup. Par contre, pour des patients qu'on suit régulièrement, où les bilans vont être plus longs, où on sait qu'on reverra le patient dans la semaine ou plusieurs fois, Mhm. là, par contre, ça peut s'appliquer sans problème. Oui, oui, typiquement, oui. Et puis, je veux dire, la familiarisation, chez certains patients, elle peut prendre 10 minutes, comme elle peut prendre des fois une quarantaine de minutes avec un patient de 75 ans qui n'a jamais vu, qui n'a jamais été en contact avec de la technologie. Donc là, ça va être à nouveau très, très variable. Et d'où l'intérêt que, oui, effectivement, qu'on est face à un patient avec des plaintes discrètes, où les tests, de manière générale, montrent bien qu'il n'y a pas de grandes difficultés, et pourtant, il y a quand même des plaintes. Ben oui, je crois que déjà, ça pourrait valoir la peine de voir qu'est-ce que ça donne dans un environnement qui simule plus les exigences du quotidien. D'accord. Du coup, je vais poser un peu une question au chat. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés par ce genre d'outils, ce genre de testing dans leur pratique? Ou est-ce qu'ils se disent que c'est peut-être encore un peu trop tôt, que ça ne correspond pas forcément à leur pratique? Je vais bien savoir un tout petit peu. Euh, En tout cas, le temps que vous répondez à ça, moi je vais conclure à ce webinaire, parce qu'on vient de faire une heure et c'est déjà pas mal, il y a beaucoup de choses à digérer. Déjà, un grand merci, Maïté, du temps que tu as pris et de préparer ce webinaire. Euh, Merci à toi. C'était très clair, en tout cas, comme d'habitude. Donc, grand merci à toi. Je te souhaite un bon courage pour la suite. Reste quand même un peu avec nous si jamais il y a des Ok, ça questions marche. précises. Oui, hein, Ce serait dommage que tu t'en ailles et de laisser quelqu'un avec une question sans bien sûr. réponse. Non, pas de souci. Donc voilà, de toute façon, il y aura le replay pour ceux qui veulent revoir ça tranquillement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent dans le train. J'ai beaucoup de mails qui me disent ah c'est cool ça pour le trajet ça passe. Donc voilà. Donc voilà, suite à ce webinaire, vous aurez un email avec le replay et les informations, comme d'habitude. Donc vous allez pouvoir revoir ça directement sur la chaîne YouTube. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez aller plus loin dans cette découverte, vous avez un tout petit bandeau orange normalement qui s'est affiché en haut de votre écran. Et vous pourrez prendre un rendez-vous directement avec moi. Et là, on pourra répondre à toutes les questions, notamment celle de Valérie qui demande... non, pardon. Parce que tout va trop vite. Tac, 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 je peux remonter ça, ça ira plus vite. À Marie-Hélène, par exemple, qui demande quel est le tarif. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre structure, ça dépend si vous êtes indépendant, si vous êtes en milieu hospitalier, de quel volume on parle, de quel temps d'utilisation on parle, etc. Donc, je ne peux pas donner un prix là aujourd'hui.
parce que ça dépend d'autres facteurs aussi. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent, on fait une offre découverte pendant tout ce mois. Pour les 5 premières personnes qui souhaitent prendre le logiciel Roger dans son ensemble, nous, on offre le test de la VREPT. En tout cas, comme ça, vous pourrez avoir une information qualitative et vous serez déjà en avance. Et quand Maïté aura fini son travail, vous aurez la possibilité de pouvoir comparer vos patients entre vous. Donc, vous pouvez cliquer, prendre rendez-vous directement avec moi et on pourra parler de tout ça. Si vous avez beaucoup ou peu de moyens d'obtenir. Une attestation, il faut m'envoyer un mail et puis moi je vous réponds avec l'attestation. Il y en a qui disent qu'effectivement l'outil pourrait être intéressant pour eux. Dans ce cas, je vous invite vraiment à venir prendre rendez-vous. Mais vraiment, tout est possible. Hein. Tout est possible, même si. Alors là, on a parlé de diagnostic. On peut partir aussi sur de la rééducation. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable et intéressant aussi avec cet outil. C'est ce que vous avez vu là, Maïté l'a conçu sans connaissance en codage. Oui, c'est vrai que c'est une variable dont on n'a pas du tout discuté. Mais là, on pourrait en parler des heures. Voilà, l'idée, c'était justement de pouvoir en fait proposer une interface qui soit adaptée à des personnes qui n'ont, comme moi, pas du tout de connaissances en programmation. Donc ça, c'est vrai que c'est une info que sur laquelle j'ai pas insisté. C'était pas le but aujourd'hui, on présentait ce que tu as fait. Mais ce que tu as fait en tout cas, c'est avec le logiciel et que n'importe quel autre, on pourrait dire que sans connaissance préalable au codage, on pourrait faire des choses. Voilà. Avez-vous des références sur l'intérêt de la mémoire prospective dans le diagnostic des maladies neuroévolutives? Alors, je sais qu'il y a des études aujourd'hui qui tendent à démontrer que ce serait peut-être un signe précurseur de maladies neurodégénératives. Maïté, je ne sais pas si tu peux confirmer. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment de référence à proprement parler, mais c'est vrai que j'ai déjà pu lire quand même différents états qui allaient dans ce sens-là, oui, effectivement. Voilà, moi de ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, peut-être qu'un trouble discret serait un signe précurseur d'une maladie que l'on aurait diagnostiqué peut-être 1 à 2 ans plus tard avec un test plus traditionnel. Mais ça reste encore une fois sous regard d'études encore à mener à ce niveau-là. Alors, il y a Nicolas qui souhaiterait contacter, donc je suppose Maïté, qui voudrait un mail pour échanger son travail de thèse. Tu peux lui répondre directement en privé. Sinon, je pense que ton mail est accessible sur l'ULB. Hein. Oui, tu peux directement l'envoyer. Il n'y a pas de souci. J'utilise jamais ce mail-là de toi. Non, mais les deux sont envoyés sur Gmail. Hein, donc, Ah, ok, toi, t'as tout relancé. Quoi. Bon, je transmets ton mail. Voilà. Parfait. Bon, on va pas retenir tout le monde plus longtemps. C'est quand même l'heure de manger. Je pense que certains vont reprendre aussi leur poste. Voilà. Un grand merci en tout cas à toi. C'était super intéressant. Pour moi qui suis pas du tout spécialiste, je pense que voilà, on a beaucoup de merci et de gens qui sont contents de l'intervention, donc c'est tant mieux. Il y aura toujours le replay, donc on aura aussi d'autres feedbacks, d'autres retours. Je m'occupe de ça cet après-midi, je vais manger un petit bout et après je m'occupe de ça. Merci à vous, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vais dire profiter du soleil, mais entre deux, il a disparu. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.